À l'occasion de la fête du Nouvel An, le président de la République a adressé ses vœux au peuple togolais. Dans le but de mieux comprendre une fois encore le message du chef de l'État, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewada, est en studio avec nous. Il va répondre aux questions de David Chakbira. David, bonsoir. Milek, bonsoir. C'est à vous de recevoir dans ce journal le ministre porte-parole du gouvernement. Et c'est tout un honneur pour nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter d'être avec nous dans ce studio et bienvenue. Tout le plaisir est pour moi. Bien. Dans son message de vœux à la nation, le président Faure Gnassingbé a abordé la question sécuritaire avec à la clé le terrorisme, la crise économique au-delà de laquelle le Togo a pu tenir le coup et les emplois déjà offerts à la jeunesse togolaise avec la PIA, plateforme industrielle d'Adétikop, et puis les élections régionales et législatives qui vont se tenir cette année. Monsieur le ministre, le chef de l'État dit mettre tout en œuvre pour la défaite des forces du mal, c'est-à-dire des groupes armés qui viennent perturber un peu la quiétude des paisibles populations togolaises, s'il faut reprendre ces mots. Qu'est-ce qui est déjà fait avec la bagatelle de somme de 50 milliards mobilisés par le gouvernement pour le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région de la Savane, monsieur le ministre? Je pense que ce qu'il faut noter, et cela est très important, dans le message de son Excellence M. Faure Gnassingbé, c'est d'abord la posture de leader qui engage sa population, qui engage ses troupes pour accélérer la défaite des forces du mal qui aujourd'hui troublent la quiétude de nos vaillantes populations dans le nord. Nos compatriotes doivent avoir conscience que sur notre frontière nord, nous avons des frères et des sœurs qui se battent jour et nuit pour faire en sorte que des terroristes, tout simplement, ne viennent s'installer sur nos territoires. Donc ce message-là reste un message de mobilisation et un message d'engagement également, parce que le chef de l'État le dit, tout sera mis en œuvre pour que ces forces du mal soient maintenues hors de nos frontières. Mais à côté de la mobilisation militaire, il y a une mobilisation sociale qui est en œuvre, puisque les combats ont entraîné des déplacés, les déplacés internes et des déplacés qui viennent également du Burkina Faso. Pour ceux-là, l'État montre sa solidarité en apportant une aide d'urgence, mais également en renforçant sa présence sur toute la partie nord du territoire. On le sait, il y a une doctrine qui dit que ce type de force s'installe lorsque l'État n'est pas présent sur le territoire. Des routes sont en train de se construire, des ponts, des salles de classe, programme d'adduction d'eau s'accélère. Il y a le fonds Tinga qui a été lancé également pour accélérer l'électrification de ces zones-là. À 1000 francs, on peut accéder à l'électricité. Aujourd'hui, il y a au moins 50 milliards qui sont déjà débloqués, qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et le chef de l'État le répète, notre pays ne s'arrêtera pas là. On continue. Cet effort, qui est un effort, on ne peut pas dire effort de guerre, mais un effort consistant, va continuer et voir se déployer vers d'autres régions qui ont également des besoins. Monsieur le ministre, par rapport à la question militaire ou au volet militaire dans cette lutte-là que le gouvernement a engagée, le chef de l'État, dans son message, a dit que les forces de défense et de sécurité seront plus équipées. Est-ce à dire que jusque-là, nos forces de défense n'étaient pas bien équipées? Alors, nos forces de défense et de sécurité sont bien équipées. Le message doit être compris comme ceci. Depuis 2021, il y a un programme, une loi de programmation militaire qui compte de 2021 à 2025 et qui a pour objectif de renforcer l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Vous le savez, la menace à laquelle nous faisons face est une menace multiforme, une menace nouvelle qui impose aux forces de défense et de sécurité de réinventer au quotidien la riposte. Donc, les forces de défense et de sécurité seront appuyées au plan de leur capacité stratégique et opérationnelle pour pouvoir répondre aux défis qui leur est imposé, qui nous est imposé par ces forces du mal. Alors, monsieur le ministre, pour pouvoir vraiment lutter, la loi de programmation militaire 2021-2025, telle que vous venez de le dire, est là, mais au même moment, il faut de l'argent.
pour parler en termes simples, pour pouvoir faire cela. Et la crise mondiale qui secoue pratiquement tous les pays, le Togo, qui également a été touché, a réussi quand même à faire des bons qualitatifs. Et au même moment, il faut que le Togo reste encore sur le pas qu'il a déjà pris pour que notre économie puisse aller de façon grandissante. Quelles sont les actions ou les moyens dont dispose le gouvernement pour pouvoir arriver aux résultats escomptés par le chef de l'État tel qu'il l'a dit dans son message? Les différentes crises que nous traversons nous imposent un véritable défi. Nous avons connu la crise sanitaire, à la suite il y a eu la guerre en Ukraine, tout cela matinée d'une véritable crise économique. Et il faut le reconnaître, notre pays a fait montre d'un certain niveau de résilience. Et ce niveau de résilience n'est que le fruit des politiques économiques menées en amont. Très tôt, notre pays s'est engagé sur la voie de la transformation, de la mise, du développement des chaînes de valeur et a commencé à compter sur ses propres forces. Vous savez, dès lors qu'il y a une crise, notamment une crise importée, les solutions les plus pertinentes sont des solutions endogènes. Et je crois que ces solutions endogènes nous ont permis de résister de façon beaucoup plus efficace à ces crises-là. Nous avons donc une base. C'est sur cette base-là que le gouvernement continue de travailler. Il y a un axe qui est très fort sur lequel le gouvernement mise beaucoup, ça reste l'agriculture. L'agriculture parce que nous sommes un pays essentiellement agricole et la mise en place de l'agence de transformation agricole va permettre à notre pays de capitaliser sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, de renforcer la gouvernance sur le secteur agricole pour avoir des résultats meilleurs que ce que nous avons jusqu'à présent. Et notre production désormais n'est plus destinée à être exportée. Notre production est destinée à être transformée à minima chez nous pour qu'on puisse ajouter une certaine valeur au produit et en tirer le meilleur profit. N'oublions pas, le chef de l'État a promis qu'il y aurait des forats dans les 5 grandes régions. L'objectif est très simple. Le modèle agricole que nous voulons pour notre pays n'est pas un modèle qui existe déjà. C'est un modèle qu'il nous faut inventer en nous appuyant sur les réalités locales. Ce qui est produit dans la région maritime n'est pas ce qui est produit dans la région des plateaux, ni dans la région centrale, ni dans la région de la Carapace. Donc, chaque région va inventer son modèle ou adapter le modèle qui existe pour aboutir à des résultats nettement plus pertinents. Les investissements relativement aux intrants vont continuer pour accompagner le travail qui est réalisé sur l'amélioration des semences, parce que si vous n'avez pas de bonnes semences, vous n'avez pas de récolte de qualité. Ce travail-là va commencer avec nos différents laboratoires et nos partenaires également. Et puis, de façon globale, n'oublions pas que nous avons réussi, et cela est à mettre à l'actif du gouvernement, nous avons réussi à établir une carte de fertilité des sols. Et cette carte-là est un outil non négligeable. L'on ne va plus planter du maïs parce que l'on a envie de planter du maïs. L'on va planter les semences qui sont bonnes pour la terre sur laquelle l'on est localisé. C'est à cela que sert la carte de fertilité des sols. Alors, monsieur le ministre, avec l'agence de transformation agricole, est-ce que, par exemple, nous irons vers la mécanisation de notre agriculture, puisque il est reproché également à notre agriculture de ne pas être assez mécanisée? La mécanisation de notre agriculture est comprise dans le PND et repris par la feuille de route gouvernementale. C'est un axe de travail sur lequel le ministère de l'Agriculture avance de façon sereine. Il y a eu des expériences qui ont été lancées il y a quelques années. Le matériel que nous avons reçu n'a pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, des leçons sont tirées de tous ces projets-là. Et la mécanisation s'améliore puisqu'on installe une unité de réparation, parce que c'est l'un des points des points d'équilibre, parce que sur certains matériels, une fois qu'il y a eu des pannes, nous n'avions pas trouvé des techniciens pour pouvoir réparer. Les pièces n'étaient pas disponibles parce que Covid, le transport était compliqué. Aujourd'hui, nous avons sur place des unités pour pouvoir réparer ce matériel et il y en a d'autres qui sont en commande et qui vont arriver. Donc notre pays va progressivement vers une plus grande mécanisation parce que nous sommes convaincus
puisqu'avec les zones d'aménagement agricole planifié, les surfaces sont nettement plus grandes, il est normal que ce soit avec la mécanisation qu'on puisse en tirer le meilleur parti. La mécanisation de l'agriculture va induire forcément, avec l'agence de transformation agricole, de l'emploi pour les jeunes. Mais au même moment, le chef de l'État a relevé que grâce à la PIA, nous avons aujourd'hui des milliers de jeunes qui ont déjà trouvé de l'emploi. Pendant ce temps, il y en a encore qui sont sur le carreau et qui attendent du gouvernement de trouver de l'emploi. Est-ce que ces jeunes-là peuvent compter toujours sur la PIA? Alors, la question de l'emploi est un défi permanent pour tout gouvernement. C'est véritablement un défi permanent et à ce défi-là, il y a une première réponse. Il y a plusieurs types de réponses, mais il y a une réponse d'actualité que l'on peut citer, c'est effectivement la plateforme industrielle d'Adeti Copé qui permet aujourd'hui d'employer au moins quasiment 2000 de nos concitoyens. Il s'agit de l'opérationnalisation de la première phase de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. À l'intérieur de la plateforme d'Adeti Copé, il y a le port sec qui va bientôt commencer à fonctionner. Il y a des unités de transformation qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas encore opérationnelles, mais cela va arriver. Et il y a la deuxième phase de la plateforme industrielle d'Adeti Copé qui est en mouvement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec cette plateforme, il y a une réponse qui est apportée au chômage des jeunes, mais la plateforme industrielle d'Adeti Copé n'est pas la seule réponse à apporter. La réponse est diversifiée. Dans le secteur tertiaire en ville, il y a des opportunités à saisir et ailleurs aussi, il y a des concours de recrutement qui sont faits de façon plus régulière ces dernières années parce que l'État arrive à maîtriser le flux. Donc, pour les jeunes aujourd'hui, les opportunités s'offrent et les opportunités vont continuer à s'ouvrir parce que dans la mesure où le secteur privé est accompagné par l'État, où le secteur privé travaille main dans la main avec l'État, autant dans le public il va y avoir des possibilités, autant dans le privé il y aura des possibilités. Monsieur le ministre, tant que les hommes travaillent ou vivent, forcément il peut arriver qu'ils tombent malades. Et dans le message du chef de l'État, il a de l'ambition, il veut couvrir 2/3 de la population togolaise avec l'assurance maladie universelle. De quels moyens dispose aujourd'hui le gouvernement pour pouvoir réaliser cette ambition du chef de l'État? Alors, cette ambition est parfaitement réalisable parce que nous avons un acquis très important. Vous savez, l'INAM est un beau projet qui a permis de voir qu'il était possible d'avoir un embryon d'assurance maladie. À côté, il y a eu d'autres projets qui se sont mis en place. Je pense par exemple au programme Wezu pour les femmes enceintes. Je pense à School Assure pour les jeunes élèves. Donc, autant de projets qui figurent déjà un début d'assurance maladie. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de fédérer, de fusionner ces différents projets pour faire une assurance maladie unique pour tous les Togolais. L'ambition, c'est d'avoir au moins 60% de nos compatriotes couverts d'ici 2025 et les outils pour pouvoir avancer sont nombreux. La RGPH nous a balisé le chemin. Il va y avoir un recensement biométrique dans les mois à venir et il va y avoir également un recensement des personnes et des ménages qui viendront affiner la base de données qui nous permettra d'aller plus vite dans la mise à disposition de nos concitoyens de l'assurance maladie. Monsieur le ministre, l'année 2023 est une année électorale au Togo et le chef de l'État l'a dit, nous irons aux élections régionales et aux élections législatives. Comment cela va être possible? Vous savez, les élections sont pour moi le cours normal de la vie d'une république. Et le chef de l'État rappelle ainsi les jalons républicains qui sont les nôtres. Notre pays est préparé, est prêt pour aller aux élections. Les conditions pour aller aux élections sont fixées dans le code électoral. Donc, tous nos concitoyens qui remplissent ces conditions-là seront à même d'aller se présenter à ces élections-là. Il est intéressant de voir d'ailleurs que de plus en plus de nos compatriotes s'intéressent à cet exercice. Le plus important, c'est que le processus soit mené de bout en bout dans les conditions les meilleures pour nous tous et que le cours de vie normal de la société puisse continuer. Les élections sont véritablement des événements normaux dans une république.
Monsieur le ministre, professeur Akoda Ayew-Adam, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, merci d'être venu nous aider à mieux comprendre là où le président de la République veut aller avec le message de vœux qu'il nous a adressé à nous tous, population du Togo, le 31 décembre dernier. C'est moi qui vous remercie.